Salut à tous, 10e vidéo de Jester sur sa chaîne Jester. Là je suis en train de faire, donc je suis sur mon logiciel de montage, et donc là je suis en train de monter la sixième vidéo. Et tiens, je me suis dit que ce serait bien de un petit peu parler, de faire un petit vlog en fait sur Senseiya Omega. Ouais, j'ai déjà été chercher quelques images, comme ça en même temps je les affiche. Ah, ça m'évite un petit peu de me casser les couilles au montage. Donc voilà, Senseiya Omega, ça a été hyper critiqué. Alors, à tort ou à raison? Je veux dire, c'est pas à tort, et c'est pas à raison non plus. Alors, je vais m'expliquer, évidemment. Alors, Senseiya Omega, ça partait avec un postulat qui n'était pas si mauvais que ça. Donc, c'était une nouvelle génération des chevaliers. Hein. Il n'y a jamais eu de problème à ça. On voit avec le Sconpass qui est une génération tout à fait différente. Ça a marché. Alors, donc je vais expliquer les points forts et les points négatifs. Donc pour le point négatif, ce sont les personnages. Ceux-là. Alors, réplique de Seiya. Réplique de Seiya. Réplique de Seiya. Ninja, dont le nom est Haruto. Voilà, un ninja qui s'appelle Haruto, je dis non. Alors, pas beaucoup de personnalité. Un mélange entre Shun et Shiryu et lui, qui est un peu badass. Donc, un seul vraiment intéressant, donc tous les personnages. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que quand on voit dans les personnages secondaires, quand on regarde ceux-là, donc les Chevaliers d'Or ou enfin, tous les ennemis généraux, en tout cas, ont tous été développés mieux que ceux-là. Ils ont un passé, on explique pourquoi ils sont devenus méchants. C'est bon, je trouve. Alors, donc j'ai commencé par un peu spoiler, mais bon. Donc, les 10 premiers épisodes, pour moi, sont mauvais. Pourquoi mauvais? Mauvais parce qu'il se passe pas grand-chose. Ils arrivent donc après que Saori se fasse capturer par Mars. Koga, lui, Seiya numéro 2, arrive à la Palestre. Palestre, donc une école quoi. Une école de chevaliers. Voilà, quand je les ai vus, j'ai vu leur tenue, je me suis dit, oh putain, les voilà arrivés à Poudlard, ou là je me suis dit, putain, je regarde Senseiya ou Yu-Gi-Oh! GX, quoi. C'est incroyable. Parce que c'est tout aussi con qu'une école de duel, hein, voilà. Après, donc, il y a tout un bordel avec le truc, mais je vais pas spoiler, mais ils se font un peu traités comme des traîtres aux yeux du sanctuaire. Donc, ils sont des chevaliers en fuite qui se font poursuivre par les chevaliers d'argent. Et là, je me suis dit, voilà, là, on revient sur du Senseiya. Là, on revient sur du vrai Senseiya. Les chevaliers d'argent, le combat contre les chevaliers d'argent, exactement la même chose que pour la série d'origine, en fait. Et justement, durant cet arc avec les Chevaliers d'Argent, ils ont dû arpenter à peu près une grosse partie du monde pour détruire des runes pour pouvoir retourner au sanctuaire et péter la gueule à Mars. Voilà, il n'y a pas trop de problème. Et ils affrontent en même temps les Chevaliers de bronze, d'argent, ouais, les Chevaliers d'Argent. Et là, en même temps, ils retrouvent les anciens Chevaliers de bronze, donc Shun, Yoga et Shiryu, qui sont un peu là dans le sens où ils vont passer le flambeau, et ça c'est intéressant. Et puis on arrive à la partie la plus intéressante, qui est les Chevaliers d'Or. Mais avant ça, je dois parler aussi d'un personnage qui s'appelle Arya. Un personnage tout bonnement détestable, qui est une espèce de fausse Athéna, et qui ne sert à rien. Tout bonnement à rien. À rien du tout. Et c'est un des points négatifs, qui fait que je comprends tout à fait que des gens n'aient pas aimé, ne serait-ce qu'à cause de ce personnage-là. Parce qu'au niveau des Chevaliers d'Or, ils sont tous intéressants, sauf Seiya. De Seiya, j'ai jamais su l'aimer, celui-là. Alors, euh, donc ils arrivent au sanctuaire, hein,
Et là, je me dis, bah, voilà, les maisons du Zodiaque. Je me dis, voilà, tu peux pas faire plus Senseiya que ça. Tu peux pas faire plus Senseiya que les maisons du Zodiaque. Et ça, c'est beau. Je me dis, ah bah voilà, on repart vraiment sur du bon Senseiya. Après la mort de la connasse qui t'a fait chier pendant 26 épisodes. On repart sur du Senseiya. Et pour ne rien changer, ils arrivent donc à la maison du bélier qui est gardée par Kiki, donc l'ancien élève de Mu, qui a aussi un élève qui s'appelle Raki. Kiki qui va réparer les armures des chevaliers de bronze exactement comme son maître a fait 13 ans plus tôt. Après, ils arrivent à la maison du taureau. Harbinger, une espèce de brute épaisse qui a un passé très douloureux et tout le bordel. Enfin, t'as compris les bails, c'est plus ou moins ça. Et le personnage est tout à fait intéressant, je trouve. Du moins, il est plus intéressant que Aldébaran qui n'a pas été développé. Ça, c'est un point qu'il faut absolument soulever. Les Chevaliers d'Or ici sont développés, alors que dans la première série, ils ne l'étaient pas du tout. Pareil pour les Chevaliers de Bronze qui sont aussi développés. Pas très bien développés, mais ils sont développés. Et ça, c'est déjà suffisant. Sans trop spoiler, je peux dire qu'il y a un des personnages qui a vu son père se faire tuer par un des Chevaliers d'Or. Et son but, c'est de justement se venger. On voit son point de vue à lui, qui est vraiment de se venger, et le point de vue du Chevalier d'Or, qui est justement de regretter, de chercher une rédemption envers son acte. Et voilà, ça je trouve ça super intéressant. Donc là, je vais couper pour repartir sur une deuxième partie parce que là, ma mémoire est en train de lâcher. Donc je dois refaire ça plus ou moins toutes les 7 minutes. Donc j'arrive. Donc voilà, j'en étais justement au chevalier qui veut se venger de, du chevalier d'or qui a tué son père. Donc voilà, il y a déjà un thème qui est, je trouve, assez dur qui est exploité. C'est-à-dire la vengeance. Il y a aussi le thème de la mort, le thème du deuil, de la rédemption. C'est des thèmes qui étaient aussi abordés évidemment dans la série de base, hein, bien sûr, mais qui rend le fond un peu plus adulte, alors que on le voit dans la forme que c'est directement dirigé à un public d'enfants. Quand on voit ça, on se dit, bon, voilà, des Magical Girls, c'est directement pour les enfants. Et bon, j'ai envie de dire, Madoka aussi, ça ressemblait à un truc pour enfants, et ça l'était pas du tout. Donc, voilà. Maintenant, on sait que pour la forme, oui, ça paraît pour les enfants parce que c'est plus... C'est vrai que j'aime pas. J'aime pas la forme. Mais dans le fond, tout n'est pas à jeter. Dans le fond, tout n'est pas à jeter. On arrive aussi à un personnage qui s'appelle Paradox, donc il est très semblable au personnage des Gémeaux, à part que ce personnage-là a un réel traumatisme dans sa jeunesse. Sa famille s'est fait buter lors d'une guerre, justement contre Mars, et puis elle arrive en Chevalier d'Or. À cause du traumatisme, elle a commencé à avoir un dédoublement de la personnalité, et elle s'est fait sauver par Shiryu. Et sur qui elle tombe, lors de la bataille, le fils de Shiryu, exactement. Bon. Mais ma foi, pourquoi pas. Et donc elle lui parle, elle essaye de le faire changer de camp, mais finalement ils doivent se battre. Bon. Il- Donc c'est juste pour dire qu'il y a des thèmes qui sont assez durs, qui sont abordés, euh, certes mal abordés. Je ne vais pas dire que la série est une bonne série, c'est pas une mauvaise série non plus, c'est une série relativement moyenne pour moi. Mais c'est vrai que les thèmes sont parfois mal abordés. Et je trouve que Paradox est justement un exemple parfait. Euh, pour l'arc, en tout cas, des 12 maisons, j'ai pas grand chose à dire. Tous les personnages sont bien faits. Euh, j'ai pas envie de trop de spoiler, donc je vais pas aller trop dans les détails, mais ils sont tous vraiment développés. Et ça, c'est super intéressant parce que par rapport à la première série, il n'y a que dans Lost Canvas où les Gold sont tout aussi bien développés. Et je dirais même mieux, là, je suis désolé.
c'est triste à dire, mais dans Omega, les Chevaliers d'Or sont plus développés et plus exploités, je trouve, que dans la série de base. Peut-être pas que dans Lost Canvas, parce que dans Lost Canvas, ils sont très exploités, mais pas autant développés. Voilà. Voilà, déjà rien que pour ça, je crois que je vais me faire un tout petit peu haïr. Mais bon, il fallait bien que je le dise parce que c'est vrai, j'ai vu 2 fois la série et j'ai vu plusieurs fois aussi Lost Canvas et la série d'origine, j'ai au moins vu 6 fois dans ma vie. Et oui, malheureusement, ils sont plus développés dans cette série-là. Donc, à la fin de la partie sanctuaire, donc ils arrivent justement sur la planète Mars, parce que Mars essayait de pomper l'énergie de la Terre pour l'envoyer sur Mars, pour recréer une nouvelle Terre. Donc, son but, c'était de créer une espèce de Terre utopique où il n'y aurait pas de guerre, alors que c'est le dieu de la guerre, c'est assez paradoxal, je suis bien d'accord. Euh, et en fait, le but officieux était de réveiller un démon qui sommeille évidemment en qui Koga. Ah, Koga qui sera le Deus Ex Machina de la série. Et là, je trouve que ça perd en qualité. Oui, ça perd vraiment en qualité parce que, oui, évidemment, là, on commence à comprendre que les autres, ce sont tous des figurants, il n'y a que Koga qui compte. Alors qu'au début, non, on voit quand même un certain équilibre entre les personnages. Mais après, à la fin de la première partie, c'est plus le cas du tout. Le problème, c'est qu'il y a une deuxième partie. Et que dans la deuxième partie, on ressent toujours que Koga est plus fort et les autres, ce sont tous des figurants. Mais je reviendrai à ça. Donc, ils finissent par battre Abzu et je me dis, là, ils devraient s'arrêter. Je veux dire, le Pégase revêtit une fois de plus l'armure d'or du Sagittaire, hein, qui est donnée de Seiya à Koga pour le combat. Je me dis, ce serait tout juste parfait, tu finis en 50 épisodes, c'est génial. Et tu restes sur du bon Senseiya. Les 10 premiers épisodes sont mauvais. Ça n'a rien à voir avec du Senseiya, c'est Harry Potter qui a fait un crossover avec Senseiya. C'est J.K. Rowling qui a niqué avec Kurumada, ça a donné les 10 premiers épisodes. Voilà. Après, il y a 12 épisodes qui sont excellents. Excellents, c'est les Chevaliers d'Argent, c'est les Chevaliers de Bronze qui fuient les Chevaliers d'Argent. Et justement, à ce moment-là, ils commencent à développer le fond et la psychologie des personnages. Et là, ça commence à devenir intéressant. Après, il y a les Maisons du Zodiaque. Et là, bah, on repart vraiment sur la base du Senseiya, ce qui nous fait plaisir à nous. C'est la suite. C'est la suite dont je vais parler dans une autre partie de la vidéo, parce que là, je vais bientôt couper, parce que on va arriver à 7 nouvelles minutes. Mais oui, c'est l'autre partie qui, pour moi, plonge Omega dans le côté un peu plus mauvaise série. Donc, je vais juste en parler dans une minute. Là, je coupe. Allez, juste à tout à l'heure. Donc voilà la troisième partie de la vidéo. Donc, je disais que ce qui pour moi avait rendu la série mauvaise était la suite. Pour du moins une grosse partie du premier arc. Après, ça commence à aller mieux, puis ça retombe dans la merde. Et ça, c'est dommage. Alors, déjà, quelque chose dont les gens devraient être contents, c'est que les armures redeviennent de vraies armures. Ce ne sont plus des espèces de cosplay. D'ailleurs, je tiens à préciser que ça avait été expliqué quand même, le fait que leurs armures soient plus proches du corps. C'est étant donné que Mars est arrivé, la météorite, qui a transformé les armures. C'est un Deus Ex Machina, mais c'est expliqué. Au moins, c'est expliqué. C'est déjà ça. Et qui a transformé les armures en espèce de combinaison et comment les Pandora Box en espèce de petits médaillons. Bon, moi je trouvais ça complètement ridicule. Mais au moins il y a une explication. Après, Mars part et donc tout ce qui avait été créé par Mars et à cause de Mars s'en va aussi. Hein. Et donc les armures reviennent. Donc il y a de vraies armures de nouveau. Là on peut les voir, les vraies armures.
grosses armures, avec des diamants un peu partout, surtout pour lui, mais au moins il y a des grosses armures. Même la nouvelle armure de Yoga. Au moins, voilà, ça c'est revenu. C'est pas parfait, elles sont pas super belles même, je dirais qu'elles sont pour certaines assez moches, voire vraiment super moches, mais au moins elles sont revenues. Le premier arc de la nouvelle série, enfin de la nouvelle saison, va être juste Koga qui va partir à la recherche de ses anciens compagnons. Alors pour certains ils sont juste rentrés chez eux, et pour d'autres ils sont carrément devenus chanteurs dans un groupe de rock japonais, le Ninja, qui a un CV super rempli, hein. Il est capable d'être chevalier, hein, il est chevalier, il est ninja et il est chanteur dans un groupe de rock, hein, avec plein de groupies, tout le bordel. Au moment où il se retrouve avec ses amis, il y a une nouvelle menace qui arrive sur Terre, qui est les Palacides. Pallas qui est la représentation d'Athéna, en fait, version romain. Voilà. Ils aimaient bien les dieux romains, donc ils sont partis sur un délire de dieux romains. Ok, comme vous voulez, il n'y a pas de problème avec ça. Le souci, c'est que c'est redondant. Koga va d'abord aller retrouver Soma, puis Eden, puis Ryuo, et après il va retrouver Yuna, et après il va retrouver Haruto. Enfin, j'ai fait dans un autre ordre, quoi, mais t'as compris le principe. Et à chaque fois, il va rencontrer un palacite, et dans le but de te montrer tous les palacites. Le truc, c'est que les palacites, ils ont une espèce de capacité de téléportation, quelque chose comme ça, qui fait que ils vont les réaffronter au moins 3 fois dans le même arc. Chaque personnage va être affronté 3 fois par nos bronzes. Mais il y a un personnage dont je n'ai pas encore parlé. Un personnage insupportable, tout bonnement insupportable. Ce personnage-là, Subaru, qui est un autre Seiya, hein, évidemment. C'est une autre version de Seiya, qui est tout bonnement imbitable. Son seul but, c'est de devenir un dieu. Hein. Il a de l'espoir, c'est déjà ça. Et donc pour ça, il veut vaincre Koga, qui lui a déjà vaincu un dieu. Il en a même vaincu 2. Quand on y réfléchit, ils en ont vaincu 2. Ce personnage est tout bonnement imbitable. Il a rien dans la tête, il est complètement inutile. Au début, en tout cas, il ne sert vraiment à rien. Il se révèle être très utile à la fin, un véritable Deus Ex Machina, même si on le sent vraiment venir, mais je ne vais pas trop spoiler. Même si après 20 épisodes, on s'en rend bien compte de ce qui va se passer. Donc voilà, on arrive sur un arc qui est répétitif, extrêmement lent. Cependant, on voit quand même revenir des personnages comme Shun avec une nouvelle armure, Yoga, Iki, Shiryu qui revêtit l'armure de la balance, et Seiya qui est revenu. Mais on voit aussi revenir Geki, on voit aussi revenir Ichi, on voit aussi revenir Nachi, on voit aussi revenir Ban et Jabu. Et aussi les chevaliers d'acier. Parce que oui, maintenant les chevaliers d'acier sont une véritable armée, ils ne sont plus que 3. Il y a 3 chevaliers d'acier de base, plus toute l'armée des chevaliers d'acier. Dirigé en plus par Ban et Nachi, quoi. De bien du niveau, il n'est pas exceptionnel. Euh, ça, ok. Bon, pour l'armée, ok. Parce qu'à la base, c'était vraiment ça le but, c'était de créer une espèce de petite armée, exprès pour Saori, s'il y avait des emmerdes avec le sanctuaire. Donc, ok. Ça s'est juste un peu agrandi, c'est tout. Mais ok. Le problème, c'est la lenteur. La redondance et la lenteur. Parce que ça peut pas le faire. Sur les 46 épisodes de la deuxième série, 26 épisodes, plutôt 30 épisodes, c'est exactement la même chose tout le temps. Il n'y a que 17 épisodes où il y a vraiment de l'avancement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que même une fois qu'ils entrent donc dans le château de Pallas, si les Palacides se font vaincre, ils disparaissent, ils se téléportent et après ils se refont encore un affrontement plus tard. Bon, à partir d'un certain temps, quand même, ils se sont dit, bon, on va quand même finir par les faire crever pour de bon, et ils crevaient pour de bon.
Et là, j'arrive encore une fois à presque 7 minutes, donc je vais bientôt devoir recouper pour une quatrième et j'espère dernière partie où je conclurai correctement. Donc j'arrive, à tout de suite. Voilà, là je lance la quatrième et j'espère dernière partie. Donc là j'étais à la fin d'Omega, donc après la redondance, il y a donc les vrais combats. Donc en gros, vous pouvez sauter 17 épisodes jusqu'à l'épisode plus ou moins, je dirais 80. Voilà, plus ou moins épisode 80. Et là, il commence vraiment à avoir un peu plus de qualité. C'est toujours pas exceptionnel, mais il y a plus de qualité et ça fait déjà un peu de bien, tu vois. Mais le souci arrive un peu après. Donc ils doivent combattre les plus puissants Palacites, hein. Et à chaque fois, euh, c'est un personnage qui faussement meurt dans le combat. Là je te spoil la mort, hein. Mais en gros, c'est ça. Donc à la fin, en fait, tu te dis, oui, tout le monde est mort, c'est triste, il y a un peu de sérieux. Et puis là, tu les vois sortir des gravats, tu vois, là, comme, tu les vois arriver, tu vois, comme ça, ils repopent. Et ça, je me suis dit, putain, ça me sort complètement du délire. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et puis aussi, il rajoute dans cette partie-là, enfin, à la toute fin de Senseiya Omega, on te parle de l'Oméga. L'Oméga qui est un neuvième sens, en fait. Oui, un neuvième sens, carrément. Ils arrêtent pas de monter, tu vois. Et là, tu te dis que ça te saoule un petit peu parce qu'on t'en a déjà donné 7 pour la série de base, un huitième avec la partie Hades, et là, on te donne un neuvième. À quand le dixième? À quand le dixième? Moi, je vous le demande. Ça, mis à part, on assiste à un combat entre Pallas et Athéna dans le but de réveiller un autre dieu. Il va se réveiller, d'ailleurs le combat Pallas-Athéna est tout pourri, il est vraiment très très naze. Parce que oui, les derniers combats sont nuls, nuls à chier. Cependant, il y a quand même une utilisation de l'Athena Execution par trois chevaliers d'or qui prend vraiment au trip. Je veux dire dans le fond, hein, pas dans la forme, parce que dans la forme c'est juste une attaque, mais tout ce qui est autour de l'attaque. La raison pour laquelle il l'utilise. Ça m'a un peu fait penser à la partie Hades contre des trois renégats contre chacun en fait. Et en plus la musique est très bonne et évidemment ben, ça te fout dedans quoi. Et c'est le seul bon combat je trouve de la dernière partie de Senseiya Omega. Parce que après le combat évidemment c'est lui tout seul contre l'autre dieu. Voilà. Et c'est sur des autres planètes, c'est très spécial. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais c'est n'importe quoi à la fin. Si c'était bêtement arrêté à la première saison, même si les armures n'étaient pas redevenues de vraies armures, même si les Chevaliers d'Or n'avaient pas été fort mis à l'avant, parce que oui, en fait, dans la deuxième partie, les Chevaliers d'Or sont vraiment mis en avant, c'est quasiment eux qui font tout le taf. C'est positif d'ailleurs, ça a plus de sens, parce que maintenant, Athéna est protégée par les Chevaliers d'Or et plus par les Chevaliers de Bronze. Ça a plus de sens. Mais la fin, le fond, euh, est complètement bâclé. Et ça, c'est super triste parce que je me dis que ça aurait pu être vraiment bien si c'était arrêté plus tôt. Voilà, maintenant je vais vite faire une conclusion sur les points positifs et les négatifs de la série. Positif, le fond qui est plus travaillé qu'on ne le pense. En deux, les musiques. Les musiques sont vraiment très très sympas. En trois, les personnages secondaires qui sont tous très bons. Enfin, à l'exception de quelques-uns. Sinon, l'ensemble, ils sont vraiment très bons. J'ai essayé d'en trouver un quatrième quand même. Quatrième, l'effet nostalgique du bon vieux Senseiya. Ça repart sur du bon vieux Senseiya au début. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. 4.
non 5. L'originalité, même si parfois un peu trop maltraitée. Donc dans les points négatifs, là par contre on va s'amuser. Les chara design, bon là maintenant c'est au goût de tout un chacun. Mais moi personnellement j'ai pas trop aimé. Les chara design sont pas terribles. L'animation est relativement moyenne. Moyenne maintenant, ça a rien à voir avec la nouvelle série, hein, mais à savoir que Lost Canvas est sorti un peu plus tôt, je me dis non, c'est pas possible. Comment ils ont pu faire un truc aussi beau pour Lost Canvas et aussi mal animé pour lui? Parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont incroyables, hein. Euh, 3. La fin est vraiment très très mauvaise. 4. Les personnages principaux. 5. Le début. Le début qui est vraiment très 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 mauvais. Donc on se retrouve à plus ou moins 5-5. C'est moyen. Malheureusement, c'est moyen. C'est pas une mauvaise série, c'est pas une bonne série non plus. Ça aurait pu. Ça aurait pu parce que le postulat était pas mauvais du tout. Donc une nouvelle génération, ça rapporte de la fraîcheur et en même temps ça garde des liens avec la première génération étant donné qu'ils refont exactement la même chose. Pas exactement la même chose, mais dans la même veine. Ça reste vraiment très proche. Et ça c'était bon. Ça c'était bon. Malheureusement, ils ont vraiment tout gâché dans la deuxième partie. Voilà, c'est comme ça que je vais conclure mon truc. J'espère que ça vous donnera peut-être envie de regarder la première partie qui vaut vraiment le coup. Pourquoi pas la deuxième, elle n'est pas si mauvaise que ça, enfin, pas terrible, vraiment pas terrible, même assez mauvaise, mais ça peut toujours valoir le coup. Donc moi je vous dis à la prochaine, à tous les barbus, à tous les métalleux, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui m'aiment et que j'aime. Donc ciao les mecs, et n'hésitez pas, honnêtement, n'hésitez pas à la regarder, ça peut vous ouvrir un petit peu. Ça peut un peu ouvrir les esprits parce qu'elle est beaucoup critiquée. Et c'est dommage. Donc, voilà, je vous dis à la prochaine les gars. Salut!